Lors de la fête de l'entreprise. J'ai passé mon bras autour de ma femme. Elle s'est éloignée. Ne t'accroche pas. Cela me donne l'air indisponible. J'ai retiré mon alliance. Problème d'indisponibilité. Résolu. Elle a remarqué que toute la salle m'avait vu la faire tomber. Je m'appelle Jacques Travers. J'ai 42 ans. Pendant 15 ans j'ai sincèrement cru que mon mariage était solide. Il s'avère que j'étais le seul à le penser. Tout a commencé lors d'un gala de charité. C'était l'événement de ma femme. Son monde. J'ai laissé tomber mon alliance dans une coupe de champagne et je suis parti. Ce seul instant a tout fait éclater. Que ai-je réellement découvert? Un téléphone secret caché dans son sac à main. 3 mois de messages organisant des rendez-vous à l'hôtel. Des documents falsifiés conçus pour me dépouiller de ma maison et de mon entreprise. En l'espace de 6 semaines. 2 carrières ont été détruites. Un mariage s'est effondré. Tout un cercle social a été réduit à néant. Marina Walsh est la meilleure amie de ma femme. Elle envoyait encore de joyeuses nouvelles par message ce matin-là. Elle ignorait totalement que les preuves dans ma poche allaient mettre fin pour toujours à sa petite vie confortable. Avant que je vous raconte la suite. Si vous aimez les histoires de justice et de limites familiales, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Faites-le uniquement si vous vous sentez vraiment concerné par cette histoire. D'où regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. L'Alliance a fait un doux tintement en touchant le fond de la flûte à champagne. Elle a envoyé des bulles pétiller autour de l'anneau d'or comme de minuscules feux d'artifice. Elle célébrait ma liberté. Que diable fais-tu, Jacques? A sifflé Clara à travers son sourire parfait. C'était celui qu'elle réservait au vernissage de galerie et au gala de charité. C'était celui qui n'atteignait plus jamais ses yeux. J'ai haussé les épaules en regardant notre bague s'enfoncer plus profondément dans le domaine luxueux qui nous entourait. L'élite de Brookfield continuait son bavardage poli. Je pouvais sentir la vague d'attention se propager comme du sang dans l'eau. Madame Henderson de la Société historique s'était arrêtée au milieu de sa phrase pour dévisager la scène. Parfait. Je faisais passer un message. J'ai parlé assez fort pour que les donateurs les plus proches entendent parler de disponibilité. Le visage de Clara a pâli sous son maquillage soigneusement appliqué. Elle avait passé 2 heures à se préparer pour cette collecte de fonds. Elle avait choisi la robe noire qui épousait parfaitement ses courbes. C'était celle que Derek Sloan avait complimentée le mois dernier quand il pensait que je n'écoutais pas. « Tu te rends ridicule » m'a-t-elle murmuré avec une voix légèrement tremblante. « Bien. Qu'elle ressente ce que je ressens depuis des mois, ai-je pensé. Vraiment? J'ai jeté un coup d'œil autour du hall d'exposition principal de la galerie d'art de Brookfield. J'ai observé les visages des personnes qui nous connaissaient depuis 15 ans. Où suis-je enfin honnête? La galerie était magnifique ce soir-là. Je devais admettre que Clara s'était surpassée avec l'éclairage. La lumière jouait à merveille sur les peintures et les sculptures qu'elle avait soigneusement sélectionnées. Elle était brillante dans son travail. Je ne l'avais jamais nié. C'était tout le reste de notre mariage qui était parti à la dérive. Jacques. S'il te plaît. Sa main a touché mon bras. Ses doigts étaient froids même à travers ma veste. Nous pouvons parler de cela à la maison. Ah bon? J'ai repris la flûte à champagne. La bague reposait toujours au fond comme une accusation dorée. Parce que ces derniers temps tu n'es jamais à la maison. Tu travailles toujours tard. Tu as toujours des réunions importantes avec des gens importants comme Derek Sloan. Il se tenait de l'autre côté de la pièce dans son costume parfaitement taillé. Il faisait semblant d'étudier une aquarelle tout en observant manifestement notre petit drame se dérouler. Derek avec son manoir au bord du lac et ses déductions fiscales philanthropiques et ses mains baladeuses. Ses mains trouvaient leur chemin vers la taille de ma femme avec une fréquence croissante. Tu deviens paranoïaque, a dit Clara sans croiser mon regard. Vraiment? J'ai vidé le champagne d'un trait. J'ai senti la bague teinter contre mes dents. J'ai ensuite posé le verre vide sur la table la plus proche et je suis parti. J'ai laissé Clara plantée là avec la bouche légèrement ouverte et sa soirée soigneusement construite en ruine. L'air d'octobre m'a frappé comme une gifle lorsque j'ai franchi les portes d'entrée de la galerie. Brookfield avait l'air différent la nuit. Tout n'était qu'ombre et lampadaires ambrés.
C'était le genre de petite ville où tout le monde connaissait les affaires des autres. Ou du moins le croyait. Mon téléphone a vibré. Un message d'Ed Morrison. Il était mon seul véritable ami restant dans cet endroit maudit. J'ai vu les nouvelles. Tu vas bien? Les nouvelles voyageaient vite à Brookfield. J'ai répondu jamais été aussi bien. Une autre vibration. Celle-ci venait de Clara. Rentre à la maison. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai commencé à marcher vers mon camion. Derrière moi je pouvais entendre le murmure des voix s'amplifier. Elles étaient plus excitées. D'ici demain matin tout le monde en ville saurait que Jacques Travers avait perdu la tête au gala de charité. Ils en chuchoteraient autour d'un café au restaurant de Murphy. Ils débattraient des détails à la quincaillerie. Ce qu'ils ne sauraient pas c'est que je préparais ce moment depuis des semaines. Ils ne pouvaient pas le savoir. Depuis que j'avais trouvé le deuxième téléphone de Clara caché dans son sac à main comme un sale secret. Depuis que j'avais réalisé que ma femme depuis 15 ans me prenait pour un idiot. Le moteur du camion a démarré avec un grognement réticent. En sortant du parking de la galerie j'ai aperçu Clara par la fenêtre. Elle était entourée d'amis inquiets et d'étrangers curieux. Elle semblait petite et vulnérable sous les lumières crues de la galerie. Elle ne ressemblait en rien à la femme confiante qui détruisait lentement notre mariage. L'espace d'un instant j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. La maison semblait différente à mon retour. C'était comme une scène de crime attendant d'être découverte. Je vivais ici depuis 8 ans. Le travail de galerie de Clara avait enfin commencé à payer suffisamment pour nous offrir quelque chose de plus grand que notre appartement exigu du centre-ville. C'était une bonne maison. Elle avait une construction solide et une grande cuisine. Il y avait un atelier au sous-sol où je pouvais me perdre dans des projets de menuiserie quand l'écriture n'allait pas bien. C'était la plupart du temps pour être honnête. Je me suis versé 3 doigts de bourbon. Je me suis assis à la table de la cuisine en fixant le deuxième téléphone de Clara. Elle avait été imprudente hier matin. Elle se précipitait pour une urgence à la galerie. Elle a laissé son sac à main ouvert sur le comptoir. Le téléphone avait été glissé dans une poche latérale. Il était éteint mais encore chaud. Il m'avait fallu exactement 30 secondes pour trouver son mot de passe. Notre anniversaire de mariage. L'ironie ne m'avait pas échappé. Les messages racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle ou trop stupide pour voir. Il y avait 3 mois de texto entre Clara et Derek. Ils ont commencé de manière professionnelle et sont progressivement devenus personnels. Puis intimes. Puis explicites. Marina Walsh était l'assistante de Clara et supposée meilleure amie. Elle avait été leur intermédiaire. Elle organisait des réunions et fournissait des alibis. Derek, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Clara, Jacques ne se doute de rien. Il est trop occupé à s'apitoyer sur son sort. Marina, la voie est libre. Jeudi Jacques a cette livraison de meubles à Portland. Clara, parfait. Chez toi ou chez moi? Derek, chez moi. Je te veux dans mon lit cette fois. J'ai pris une autre gorgée de bourbon. Je l'ai senti brûler dans ma gorge. Le pire n'était pas la tromperie cependant. Cela faisait un mal de chien. Le pire était à quel point il me croyait stupide. Avec quelle facilité il supposait que je ne le découvrirais jamais. La porte d'entrée s'est ouverte vers minuit. Les talons de Clara ont claqué sur le parquet. Chaque pas était délibéré et prudent. Elle essayait probablement d'évaluer mon humeur. Elle voulait savoir quelle ampleur de limitation des dégâts elle devrait accomplir. Jacques. Sa voix a résonné depuis le salon. Tu es à la maison? Je n'ai pas répondu. Laissez-la se poser la question. Elle m'a trouvé dans la cuisine. J'étais toujours assis à la table avec son téléphone placé juste à côté de mon verre de bourbon. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Confusion. Reconnaissance. Peur. Et finalement résignation. Depuis combien de temps le sais-tu? A-t-elle demandé doucement. 3 mois. J'ai brandi le téléphone. Tu veux expliquer ça? Elle s'est effondrée dans la chaise en face de moi. Elle semblait soudainement plus vieille que ses 38 ans. Ce n'est pas ce que tu penses vraiment.
Parce que je pense que ma femme couche avec Derek Sloan pendant que je fais des semaines de 60 heures pour maintenir notre entreprise de meubles à flot. Je pense que sa meilleure amie l'a aidé à organiser ces petites rencontres. Et je pense que vous vous êtes tous les trois moqués du pitoyable idiot que je suis. Nous ne nous moquions pas de toi. Non. Alors comment appellerais-tu cela? J'ai fait défiler les messages pour trouver l'un de mes préférés. En voici un bon. Marina à Derek. Jacques est tellement ignorant. Il m'a même remercié de tenir compagnie à Clara pendant ses soirées tardives. Tu veux expliquer celui-là? Le sang-froid de Clara a finalement craqué. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle ruinait son maquillage soigneusement appliqué. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Derek et moi avons juste accroché. Il comprend mon travail et mes ambitions. Il voit en moi un potentiel que tu ne vois pas. Clara, j'ai soutenu ta carrière pendant 15 ans. J'ai déménagé ici pour ton travail. J'ai abandonné mon écriture pour créer une entreprise qui pourrait nous soutenir tous les deux. Que diable voulais-tu de plus? Je voulais quelqu'un qui croit en moi. Les mots ont explosé d'elle comme si elle les avait retenus pendant des années. Pas quelqu'un qui se contente d'une vie tranquille dans une petite ville. Derek a une vision, Jacques. Il ira loin. Et tu veux y aller avec lui? Elle a hoché la tête en s'essuyant le nez avec le dos de la main. Je veux divorcer. Je m'attendais à ces mots mais ils m'ont quand même frappé comme un coup physique. 15 ans de mariage ont été réduits à une simple phrase. Elle a été prononcée à travers notre table de cuisine à 00h30. Bien, ai-je dit. Mais nous ferons cela à ma façon. Qu'est-ce que cela signifie? Je me suis levé et j'ai empoché son téléphone. Cela signifie que tu n'as pas le droit de m'humilier puis de partir les mains propres. Cela signifie que Derek n'a pas le droit de voler ma femme et de prétendre être une sorte de gentleman. Et cela signifie que Marina n'a pas le droit de jouer la spectatrice innocente pendant qu'elle aide à détruire mon mariage. Jacques, je t'en prie. Gérons cela comme des adultes. Des adultes. J'ai ri mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Les adultes ne se cachent pas dans le dos de leur conjoint. Les adultes ne mentent pas et ne trichent pas et ne font pas passer leur mari pour un idiot devant toute la ville. Vous voulez agir comme des enfants? Bien. Mais ne vous attendez plus à ce que je sois l'adulte. Je me suis dirigé vers les escaliers. J'ai laissé Clara assise seule dans la cuisine. Derrière moi je l'ai entendue commencer à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas celles prudentes qu'elle avait utilisées pour essayer de me manipuler. Dans notre chambre j'ai sorti une valise du placard et j'ai commencé à faire mes affaires. Je n'ai pas tout pris. Juste assez pour quelques semaines. J'avais des plans à faire et je ne pouvais pas les réaliser d'ici. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'aide. Quoi que tu prévois, appelle-moi d'abord. Ne fais rien de stupide. J'ai répondu. Trop tard pour ça. Mais ne t'inquiète pas. Je ne prévois rien de criminel. Juste quelque chose d'exhaustif. Le bureau d'enquête privé d'Ed Morrison occupait le 2e étage d'une maison victorienne reconvertie. Il se trouvait dans la rue principale de Brookfield juste au-dessus du restaurant de Murphy. L'odeur de graisse de bacon et de café saturait en permanence le bâtiment. Ed affirmait que cela l'aidait à mieux penser. Plus probablement cela lui évitait simplement de devoir sortir pour déjeuner. Tu as une sale tête, a-t-il dit quand j'ai frappé à sa porte à 8 heures précises. Ed était déjà habillé et caféiné. Il l'était probablement depuis des heures. 20 ans comme flic suivi de 10 ans comme détective privé l'avaient entraîné. Il pouvait fonctionner avec un minimum de sommeil et un maximum de café. Je me sens encore pire. Je me suis laissé tomber dans la chaise client en face de son bureau. J'ai remarqué comment il la positionnait pour garder les visiteurs légèrement en déséquilibre. De vieilles habitudes. J'ai besoin de ton aide. Je m'en doutais après ta performance d'hier soir. Il s'est adossé à sa chaise. Il m'a étudié avec ses yeux gris perçants qui avaient intimidé de nombreux suspects au fil des ans. La moitié de la ville en parle. L'autre moitié dort probablement encore. Laisse-les parler. J'ai de plus gros problèmes. Je lui ai tout raconté. La liaison de Clara. Le 2e téléphone. La demande de divorce. Ed a écouté sans interrompre. Il prenait de temps en temps des notes sur un bloc-notes jaune.
Quand j'ai fini, il a posé son stylo et a secoué la tête. Jacques, je te connais depuis 12 ans. Tu n'es pas le genre à te venger. Les gens changent. N'est-ce pas? Ou montrent-ils simplement enfin qui ils étaient vraiment depuis le début? Il s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre donnant sur la rue principale. Que me demandes-tu de faire exactement? Je veux tout. Les dossiers financiers. Les journaux d'appel. Les photos de surveillance. Je veux connaître chaque détail de la relation de Clara avec Derek. Je veux connaître chaque mensonge que Marina a aidé à dissimuler. Je veux des munitions. Pourquoi faire? Pour m'assurer qu'ils ne partent pas vers le soleil couchant pendant que je ramasse les morceaux. Ed s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse. Jacques, je peux recueillir des informations. C'est légal et c'est ce que je fais. Mais si tu prévois quelque chose qui franchit la ligne, je n'en suis pas. Je ne prévois de blesser personne. Pas physiquement en tout cas. Mais ils m'ont humilié, Ed. Ils m'ont fait passer pour un idiot devant tout ce que je connais. Ne méritais-je pas une petite revanche? Il a considéré cela pendant un long moment. Quel genre de revanche? Le genre qui correspond au crime. Ils veulent détruire ma réputation. Bien. Voyons comment ils apprécieront de voir la leur détruite à la place. C'est un jeu dangereux. L'adultère aussi. Ed a soupiré et est retourné à son bureau. Très bien. Je vais t'aider. Mais nous ferons cela intelligemment et légalement. Pas d'effraction. Pas de vol. Pas d'agression. Collecte d'informations uniquement. D'accord? D'accord. Bien. Parlons maintenant de ce que j'ai déjà trouvé. Il a sorti un dossier cartonné épais rempli de photos et de documents. Je surveille Derek Sloan depuis un moment maintenant. Pas à cause de Clara. Je ne le savais pas jusqu'à hier. Mais il a été impliqué dans des affaires douteuses. Quelques-uns de mes clients m'ont demandé d'enquêter sur lui. La première photographie montrait Derek entrant dans un immeuble de bureau du centre-ville avec une mallette. La deuxième le montrait quittant le même bâtiment 2 heures plus tard sans la mallette. La troisième le montrait déjeunant avec un homme que je ne reconnaissais pas. C'est Tony Castiano, a expliqué Ed. Il dirige une entreprise de construction qui a sous-évalué chaque grand projet du comté au cours des 2 dernières années. Le bruit court qu'ils font des économies sur les matériaux et les normes de sécurité. Mais personne n'a pu le prouver. Qu'est-ce que cela a à voir avec Derek? Derek a investi dans leur projet par le biais d'une société écran. Il fournit le capital initial. Il partage les bénéfices. Ce n'est pas illégal. Mais c'est éthiquement discutable. Surtout que Derek siège à la commission d'urbanisme de la ville. J'ai étudié les photographies plus attentivement. Tu penses qu'il utilise des informations privilégiées pour aider les offres de Castiano? Je pense que Derek Sloan est beaucoup moins propre qu'il ne le prétend. Et s'il est prêt à contourner les règles en affaires, il est probablement prêt à les contourner dans d'autres domaines aussi. Comme voler la femme de quelqu'un entre autres choses. Ed a sorti un autre ensemble de photos. Celle-ci date de la semaine dernière. Clara et Derek sont dans sa maison au bord du lac. Ils sont visibles à travers les grandes fenêtres. Clara est dans les bras de Derek sur sa terrasse. Clara part le lendemain matin en portant clairement les mêmes vêtements que la veille. Depuis combien de temps, ai-je demandé? D'après ce que je peux documenter, cela fait environ 6 semaines pour la relation physique. Mais ils se rencontrent régulièrement depuis près de 4 mois. 4 mois. Pendant que je travaillais tard dans mon atelier à fabriquer des meubles sur mesure et à essayer de construire quelque chose de durable. Ma femme planifiait sa stratégie de sortie. Il y a plus, a dit Ed. Marina Walsh a répandu des histoires sur toi en ville. Rien de passible de poursuite. Mais elle t'a dépeint comme contrôlant et jaloux. Elle met en place le récit pour le moment où Clara partira enfin. Quel genre d'histoire? Que tu as surveillé les appels téléphoniques de Clara. Que tu t'es présenté à la galerie à l'improviste pour la surveiller. Que tu as beaucoup bu et proféré des menaces. Rien de tout cela n'était vrai. Mais je pouvais voir comment cela passerait dans une petite ville comme Brookfield. Au moment où Clara demanderait le divorce, je serais déjà considéré comme le mari instable qui a fait fuir sa femme. Intelligent ai-je admis. Prendre les devants sur l'histoire. Contrôler le récit. Très intelligent.
Ce qui signifie que ta réponse doit être plus intelligente. Aide à fermer le dossier. Que avais-tu en tête? Je lui ai parlé de mon plan. Pas de tout. Mais assez pour l'embarquer. Son expression est devenue de plus en plus inquiète pendant que je parlais. Mais il ne m'a pas interrompu. C'est élaboré, a-t-il dit quand j'ai fini. Et risqué. Mais faisable. Faisable? Oui. Recommandable? C'est une autre question. Ed, ils ne mettent pas seulement fin à mon mariage. Ils essaient de détruire ma réputation pour que Clara puisse s'en aller en ressemblant à la victime. Je ne peux pas laisser cela se produire. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Mais nous ferons cela à ma façon étape par étape. Et si les choses commencent à déraper, nous nous retirons. Marché conclu. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main par-dessus son bureau. Dehors, Brookfield se réveillait avec une autre belle journée d'automne. Tout était feuilles dorées et air vif. À l'intérieur, deux hommes d'âge moyen planifiaient quelque chose qui allait soit restaurer la dignité d'un homme, soit détruire ce qui restait de sa vie. Je misais tout sur la première option. Le restaurant de Murphy occupait le genre de position centrale dans l'écosystème social de Brookfield qui le rendait inestimable pour la collecte de renseignements. Chaque matin, la même foule se rassemblait autour des mêmes tables. Ils buvaient du café et disséquaient le drame de la veille avec une précision chirurgicale. J'évitais cet endroit depuis des mois. C'était en partie parce que j'avais été trop occupé par le travail. Mais c'était surtout parce que j'étais fatigué des potins sans fin de cette petite ville. Maintenant, ces potins étaient exactement ce dont j'avais besoin. Jacques Travers. Betty Murphy elle-même a surgi de derrière le comptoir lorsque je suis entré. Sa voix a porté à travers tout le restaurant. Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Comment va Clara? Parfait. C'était exactement l'ouverture que j'espérais. Clara va très bien, Betty. Vraiment bien. En fait, elle a été tellement occupée avec ses nouveaux projets à la galerie que je ne la vois presque plus. Je l'ai dit assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai mis juste assez d'insistance sur les nouveaux projets pour planter une graine de curiosité. J'ai ensuite pris place au comptoir et j'ai commandé du café et des œufs. Je me suis installé pour ce que j'espérais être une matinée instructive. Cela n'a pas pris longtemps. En moins de 10 minutes, Sarah Henderson de la Société historique s'était déplacée sur le tabouret à côté du mien. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de l'agitation à la collecte de fonds hier soir, a-t-elle dit. Elle remuait son café avec ce genre de désinvolture délibérée qui signifiait qu'elle cherchait des informations. On pourrait dire ça. J'ai gardé ma voix neutre pour la laisser faire le travail. Les gens disent que Clara et toi avez eu une sorte de dispute. Pas exactement une dispute. C'était plutôt une clarification de notre situation actuelle. Oh mon Dieu. J'espère que tout va bien entre vous deux. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Je me suis assuré que mon expression transmette juste la bonne dose de dignité blessée. Sarah, puis-je te demander quelque chose en tant qu'amie? Bien sûr. Si ton mari passait beaucoup de temps avec une autre femme soi-disant pour le travail, comment gérerais-tu cela? Ses yeux se sont légèrement écarquillés. C'était mieux que ce qu'elle avait espéré. Oh Jacques. Tu ne penses pas que Clara ferait ça? Je ne sais plus quoi penser. Elle a travaillé tard presque tous les soirs. Elle a des réunions le week-end avec les donateurs de la galerie. Derek Sloan en particulier semble nécessiter beaucoup de son attention personnelle. J'ai laissé cela flotter dans l'air pendant un moment. Puis j'ai haussé les épaules comme si j'essayais d'être équitable face à une situation impossible. Je suis probablement juste paranoïaque. Les conseillers conjugaux disent toujours que la jalousie concerne davantage les insécurités de la personne jalouse que l'infidélité réelle, n'est-ce pas? Eh bien oui. Mais Sarah vibrait presque du besoin de partager cette information. Jacques, je ne devrais probablement pas dire cela. Mais j'ai vu Clara et Derek déjeuner ensemble mardi dernier dans ce nouvel endroit à Camden. Ils avaient l'air très proches. Proches? Comment? Ils se tenaient la main à travers la table. Et quand ils sont partis, il avait son bras autour de sa taille. J'ai laissé mes épaules s'affaisser légèrement comme si c'était la confirmation de mes pires craintes. J'espérais me tromper. Oh mon chéri. Sarah s'est penchée et m'a tapoté le bras. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce que tu vas faire?
Je ne sais pas. Peut-être rien. Peut-être tout. Je me suis levé et j'ai laissé un billet de 20 € sur le comptoir pour mon petit déjeuner à peine touché. Merci d'avoir été honnête avec moi, Sarah. Tout le monde n'aurait pas ce courage. En sortant, je pouvais entendre le murmure excité des conversations derrière moi. À midi, tout le monde à Brookfield saurait que Jack Travers soupçonnait sa femme de le tromper avec Derek Sloan. Le soir venu, il saurait que Sarah Henderson avait personnellement vu Clara et Derek ensemble. Le récit était en train de changer. Mon prochain arrêt était la quincaillerie. Là, je savais que je trouverais un public différent mais le même appétit pour les potins. Tom Bradley, le propriétaire, me connaissait depuis que j'avais lancé mon entreprise de meubles. Il était également le cousin issu de germain de Derek Sloan. Cela le rendait parfait pour mes objectifs. Jacques, j'ai entendu dire que tu avais fait forte impression à la galerie hier soir. Tom a levé les yeux de la feuille d'inventaire sur laquelle il travaillait. Son expression était soigneusement neutre. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville. Tu l'as dit. Tout va bien entre Clara et toi. Honnêtement, Tom, je ne sais plus. J'ai pris un marteau dans le présentoir le plus proche et j'ai testé son poids. Puis-je te demander quelque chose à propos de Derek? L'expression de Tom est devenue méfiante. Quoi à propos de lui? C'est ton cousin. Tu le connais donc probablement mieux que la plupart des gens. Est-il le genre d'homme qui s'en prendrait à la femme d'un autre? Jacques, je ne pense pas. Parce que Clara passe beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Des affaires de galerie, dit-elle. Mais certaines de leurs réunions semblent terriblement personnelles pour des consultations professionnelles. Tom a posé sa feuille d'inventaire. Écoute. Derek a toujours été un peu un coureur. Même quand nous étions enfants, il avait du succès avec les femmes. Mais s'en prendre à une femme mariée n'est pas son style habituel. Quel est son style habituel? Les femmes divorcées principalement. Les veuves riches. Les femmes qui peuvent se permettre d'être généreuses avec les hommes qui leur prêtent attention. Tom a fait une pause et a choisi ses mots avec soin. Derek aime les belles choses de la vie. Et il n'est pas très regardant sur la façon de les obtenir. C'est-à-dire qu'il a des goûts de luxe et un code moral flexible. Mais Clara n'est pas riche. Et elle n'est pas divorcée. Donc s'il la poursuit, c'est probablement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'argent. À moins que Clara n'ait eu autre chose que Derek voulait. Comme des informations privilégiées sur les opérations de la galerie. Ou un accès à l'élite sociale de la ville. Ou simplement le frisson de prendre quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été franc avec moi, Tom. Jacques, peu importe ce qui se passe entre toi et Clara. Ne fais rien de stupide. Derek a des relations dans cette ville. Des relations importantes. Moi aussi, l'ai-je dit. Bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vraiment vrai. Mon dernier arrêt était le bureau de poste. Agnès Porter y travaillait depuis 30 ans et recueillait des informations sur tout le monde en ville depuis encore plus longtemps. Agnès était une commère, mais elle était aussi discrète à ce sujet. Elle ne répandait jamais de rumeurs avec méchanceté. Elle partageait juste des informations avec les personnes qui selon elle avaient besoin de savoir. Jacques Travers, a-t-elle dit quand je me suis approché de son guichet. Je me demandais quand tu passerais. Pourquoi ça? Parce que je garde du courrier pour Clara dont je pensais que tu devrais être informé. Elle a cherché sous son comptoir et a sorti une petite pile d'enveloppes. Tout était adressé à Clara à une boîte postale que je ne lui connaissais pas. Elle a loué la boîte il y a 3 mois, a expliqué Agnès. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour les affaires de la galerie. Mais le courrier qu'elle reçoit ici n'est pas lié aux affaires. J'ai regardé les adresses de retour. Des sociétés de cartes de crédit. Une banque dont je n'avais jamais entendu parler. Et plusieurs lettres sans adresse de retour du tout. Agnès, j'apprécie que tu me dises cela. Mais je ne peux pas prendre le courrier de Clara. C'est un délit fédéral. Je ne te demande pas de le prendre. Je te fais juste savoir qu'il existe. Ce que tu fais de cette information ne regarde que toi. J'ai hoché la tête avec compréhension. Agnès venait de me dire que ma femme menait des affaires financières dans mon dos depuis 3 mois. C'était la même durée que son implication avec Derek Sloan. Merci Agnès. Je t'en dois une. Non, tu ne m'en dois pas, prends juste soin de toi, Jacques. Et fais attention à qui tu fais confiance.
En retournant vers mon camion, j'ai ressenti la première véritable vague d'optimisme que j'avais connue depuis des mois. La matinée s'était mieux passée que je ne l'avais espéré. Des graines avaient été plantées. Des informations avaient été recueillies. Des alliances avaient été formées. La phase 1 était terminée. Il était maintenant temps pour la phase 2. Le bar-grill de Brookfield occupait un entrepôt reconverti à la périphérie de la ville. C'était le genre d'endroit où les habitants allaient boire de la bière et se plaindre de leur vie sans se soucier de sauver les apparences. J'y étais un habitué depuis des années à l'époque où j'avais encore des amis qui voulaient passer du temps avec moi. Ces amis étaient assis à notre table habituelle quand je suis entré jeudi soir. Mike Chin qui dirigeait l'atelier de réparation automobile. Steve Rodriguez qui enseignait l'histoire au lycée. Et Danny Walsh qui était le mari de Marina et mon ancien meilleur ami. Ils ont levé les yeux en me voyant. Leurs expressions allaient de la gêne à l'hostilité ouverte. Jack, a dit Danny d'une voix neutre. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne m'attendais pas à être ici. J'ai tiré une chaise vide et je me suis assis sans y être invité. Mais je me suis dit que nous devrions crever l'abcès. Il n'y a rien à crever, a dit Mike. Nous avons entendu ce qui s'est passé à la galerie. Nous avons entendu ce que tu as dit en ville. Nous avons compris. Tu es en colère contre Clara. Vraiment? Ou suis-je en colère contre les personnes qui l'ont aidé à me mentir pendant des mois? La table est devenue silencieuse autour de nous. La foule habituelle de buveurs et de joueurs de billard a poursuivi ces conversations. Mais je sentais l'attention se déplacer dans notre direction. Personne n'a aidé Clara à faire quoi que ce soit, a déclaré Steve. Si elle te trompait. Et je ne dis pas qu'elle le faisait. C'est entre elle et toi. Vraiment? Parce que Marina semble en savoir terriblement long sur l'emploi du temps de Clara. Et vous semblez tous en savoir terriblement long sur ma prétendue jalousie et mes problèmes d'alcool. Le visage de Danny est devenu rouge. Marina n'a jamais rien dit à propos d'eux. À propos de quoi? De couvrir Clara pendant qu'elle couchait avec Derek Sloan? De répandre des histoires en ville pour me faire passer pour le méchant? D'aider ma femme à planifier sa stratégie de sortie tout en prétendant être mon ami? Tu dépasses les bornes, a dit Mike en se levant. Marina n'est pas impliquée dans les problèmes que vous avez, Clara et toi. Assieds-toi, Mike. Ma voix était calme mais quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Nous parlons juste ici comme de vieux amis. Nous ne sommes plus amis, a déclaré Danny. Pas après la façon dont tu t'es comporté. Marina est rentrée à la maison en pleurant hier à cause des choses que tu as dites sur elle en ville. Quelle chose? Qu'elle a aidé Clara à tricher. Qu'elle m'a menti sur les endroits où Clara passait son temps. Qu'elle a colporté des ragots sur ton mariage. Et ces choses sont-elles vraies? Le silence de Danny était une réponse suffisante. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti le deuxième téléphone de Clara. Je l'ai posé sur la table entre nous. Tu veux voir les preuves? Tu ne peux pas juste prendre le téléphone de quelqu'un, a dit Steve. C'est illégal. C'est le téléphone de ma femme et elle l'a laissé chez nous. Techniquement cela en fait un bien commun. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai trouvé le fil de message entre Clara et Marina. Vous voulez entendre quelques passages marquants? Avant que quiconque ne puisse m'arrêter, j'ai commencé à lire à haute voix. Marina à Clara. Danny travaille tard ce soir. C'est le moment idéal pour Derek et toi d'utiliser notre maison. Clara à Marina. Merci. Jacques pense que je suis au club de lecture. Marina à Clara. Ton mari est tellement ignorant. C'est presque trop facile. Le visage de Danny a blêmi. Ce n'est pas Marina ne ferait pas. Il y a plus. Beaucoup plus. 3 mois de messages Danny. 3 mois pendant lesquels ta femme a aidé ma femme à me tromper pendant que nous étions tous assis autour de cette table à faire semblant d'être amis. J'ai fait défiler jusqu'à un autre message. En voici un bon. Marina à Derek. Jacques commence à se méfier. Nous devons être plus prudents. Derek à Marina. Ne t'inquiète pas pour Jacques. Il est trop faible pour y faire quoi que ce soit. Mike s'est rassis lourdement. Mon Dieu. Jacques, je n'en avais aucune idée. Aucun de vous n'en avait la moindre idée. Mais vous étiez tous heureux de croire que j'étais le problème. Que j'étais jaloux et contrôlant et que je faisais fuir Clara. J'ai remis le téléphone dans ma poche.
Eh bien voici la vérité. Ma femme me trompe depuis des mois. Vos femmes l'ont aidé à le faire. Et vous m'avez tous traité comme si j'étais fou de l'avoir remarqué. Le silence s'est prolongé de manière inconfortable. Finalement Steve a pris la parole. Que attends-tu de nous, Jack? Je veux que vous arrêtiez de propager les mensonges de Marina sur moi. Je veux que vous reconnaissiez que je ne suis pas le méchant dans cette situation. Et je veux que vous ne vous mettiez pas en travers de mon chemin pendant que je gère cela. Le gérer. Comment? A demandé Danny. Comme je l'entendrai. Danny s'est levé brusquement et a renversé sa bière. Si tu fais quoi que ce soit pour blesser Marina. Je ne vais pas blesser Marina. Je ne vais blesser personne. Mais je ne vais pas non plus les laisser détruire ma réputation pendant qu'elles partent ensemble vers le soleil couchant. Jack, tu devrais peut-être juste laisser tomber, a dit Mike doucement. Divorce. Passe à autre chose. Trouve quelqu'un de mieux. Laisseriez-vous tomber si quelqu'un vous faisait passer pour un idiot devant toute la ville? Si vos amis choisissaient les mensonges de votre femme plutôt que votre amitié? Aucun d'eux n'a répondu. Je me suis levé et j'ai jeté un billet de 20 € sur la table. C'est bien ce que je pensais. Profitez de votre soirée, messieurs. Et donnez le bonjour à vos femmes. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu Danny crier derrière moi. Jack, ce n'est pas fini. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu as raison. Ça ne l'est pas. Le parking était sombre et presque vide. J'étais à mi-chemin de mon camion quand j'ai entendu des pas derrière moi. Danny est apparu de l'ombre. Son visage était déformé par la colère. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es en colère. Je ne détruis rien. Je révèle simplement ce qui était déjà là. Marina a fait une erreur. Elle essayait d'aider une amie. Elle essayait d'aider Clara à me tromper. Il y a une différence. Danny a fait un pas de plus. Ses mains étaient serrées en poing. Si tu ne recules pas, je vais te faire reculer. Me menaces-tu, Danny? Je t'avertis. J'ai regardé mon ancien meilleur ami. Je l'ai vraiment regardé. Danny Walsh avait été mon garçon d'honneur à mon mariage. Il m'avait aidé à emménager dans 3 appartements différents et 2 maisons. Il avait passé d'innombrables soirées dans ce même bar à se plaindre du travail et des femmes et de l'injustice générale de la vie. Voici le problème, Danny, ai-je dit doucement. Avant, je me souciais de ce que tu pensais. J'appréciais ton amitié. Mais c'était quand je pensais que tu étais vraiment mon ami. Maintenant je sais à quoi m'en tenir. Maintenant je sais que lorsqu'il a fallu choisir un camp, tu as choisi ta femme plutôt que la vérité. Tu as choisi les mensonges de Marina au lieu de 15 ans d'amitié. Alors quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi que tu as fait ce choix. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai laissé Danny seul dans le parking. Derrière moi, je l'ai entendu appeler mon nom une fois de plus. Mais je ne me suis pas retourné. La confrontation s'était déroulée exactement comme je l'avais espéré. Maintenant tout le monde saurait que j'avais des preuves de la conspiration contre moi. Il saurait que je n'allais pas me laisser faire silencieusement. Et surtout il saurait que j'avais fini d'être la victime dans cette histoire. La phase 3 était sur le point de commencer. La gare abandonnée se dressait à la périphérie de Brookfield comme un monument dédié à des temps meilleurs. À l'époque, la ville était un arrêt sur la voie ferrée côtière. La prospérité semblait aussi permanente que les fondations en granit sous le quai de la gare. Maintenant ce n'était plus qu'une relique entourée de mauvaises herbes envahissantes et de rails rouillés qui ne menaient nulle part. C'était aussi l'endroit idéal pour une confrontation finale. La surveillance d'Ed Morrison avait été minutieuse et professionnelle. Pendant 2 semaines, il avait documenté chaque rencontre entre Clara et Derek. Il avait documenté chaque mensonge que Marina avait raconté pour les couvrir. Il avait documenté chaque mouvement qu'ils avaient fait dans leur campagne minutieuse pour détruire ma réputation tout en construisant leur propre avenir ensemble. Les preuves étaient accablantes. Des reçus d'hôtel. Des additions de restaurants. Des photographies. Des relevés téléphoniques. Tout le nécessaire pour prouver que ma femme me trahissait systématiquement. Elle m'avait dépeint comme un mari instable qui l'avait fait fuir. Mais les preuves ne suffisaient pas. Pas pour ce que j'avais prévu. Tu es sûr de toi, a demandé Ed alors que nous étions assis dans sa voiture. Nous regardions la gare de l'autre côté du parking vide.
Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis sûr. Jacques, j'ai vu beaucoup de gens prendre ce chemin. Le besoin de vengeance ou de justice ou de régler ses comptes. Ça ne se termine jamais comme ils le pensent. Peut-être pas. Mais ne rien faire ne se terminera certainement pas comme je le veux. Ed a soupiré et m'a tendu l'émetteur radio. Canal 7. J'écouterai depuis la voiture. Si les choses tournent mal, j'appelle la police. Elles ne tourneront pas mal. Je ne prévois de blesser personne. C'est ce qu'ils disent tous. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers la gare. Mes pas résonnaient dans l'air calme du soir. La voiture de Clara était déjà là. Elle était garée à côté de la BMW de Derek dans l'ombre du vieux bâtiment. Ils avaient reçu mon message. C'était un simple texto depuis le deuxième téléphone de Clara leur demandant de me retrouver ici pour discuter des conditions. Ils attendaient à l'intérieur du hall principal de la gare. Ils se tenaient près l'un de l'autre à côté des guichets barricadés. Clara avait l'air nerveuse mais provocante. Derek avait l'air agacé comme si j'interrompais quelque chose d'important. Jacques, a dit Clara quand je suis entré. Merci d'avoir accepté de gérer cela comme des adultes. Des adultes, l'ai-je répété. Choix de mots intéressants. Derek s'est avancé. Il s'est mis entre Clara et moi dans un geste qui se voulait probablement protecteur. Gardons cela civilisé, Jacques. Nous voulons tous la même chose ici. Ah bon? Que penses-tu que je veuille, Derek? Un divorce propre. Un règlement équitable. Une chance de refaire ta vie. Et que veux-tu, toi? Derek a jeté un coup d'œil à Clara puis à moi. Je veux que Clara soit heureuse. Je veux construire une vie avec elle sans drame ni complications inutiles. Des complications comme un mari qui connaît la vérité sur votre liaison. Ce n'est pas une liaison, a dit Clara. C'est une relation. Une vraie relation basée sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Contrairement à notre mariage. Notre mariage est terminé depuis des années, Jacques. Nous le savons tous les deux. J'ai juste eu le courage de faire quelque chose à ce sujet. J'ai sorti son deuxième téléphone et je l'ai brandi pour qu'ils puissent tous les deux le voir. C'est ce que tu appelles du courage? Te cacher dans mon dos. Utiliser Marina pour fournir des alibis. Répandre des mensonges sur moi en ville. L'expression de Derek s'est durcie. Tu as fouillé dans les communications privées de Clara. J'ai fouillé dans les communications de ma femme. Il y a une différence légale. Il y a aussi une différence morale entre la vie privée et le secret, a dit Clara. J'avais ce téléphone car j'avais besoin d'espace pour savoir ce que je voulais sans que tu surveilles chacun de mes mouvements. Je n'ai jamais rien surveillé. Je n'ai même jamais rien soupçonné jusqu'à ce que je trouve ce téléphone par hasard. Lequel contient d'ailleurs des lectures fascinantes. J'ai fait défiler jusqu'à l'un de mes fils de messages préférés et j'ai commencé à lire à haute voix. Clara à Marina. Jacques est tellement pitoyable. Il a même remercié Derek de s'intéresser de si près à la galerie. Derek à Clara. Le pauvre gars n'a aucune idée de ce qui l'attend. Marina aux deux. C'est presque trop facile. Il fait confiance à tout le monde. Le visage de Clara est devenu rouge. Ces messages ont été sortis de leur contexte. Vraiment? Et celui-ci? Derek à Clara. Une fois que Jacques aura signé les papiers, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour recommencer. Ton mari est sur le point de financer son propre remplaçant. Derek s'est figé. Quel papier? J'ai souri et j'ai sorti un dossier cartonné qu'Ed avait préparé. Ces papiers. Les demandes de prêt que tu as aidé Clara à remplir en utilisant notre maison comme garantie. Les accords de partenariat commercial qui te donneraient le contrôle de mon atelier et de ma liste de clients. Les procurations qui permettraient à Clara de prendre des décisions financières à mon insu. Ce n'étaient que des documents préliminaires, a dit Clara rapidement. Nous n'avons jamais rien déposé. Non. Mais vous aviez prévu de le faire dès que vous auriez fini de détruire ma réputation et d'établir des motifs de divorce. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les papiers sur un banc poussiéreux. C'est en fait assez astucieux. Me faire passer pour un mari instable et contrôlant. Puis utiliser ma prétendue instabilité pour justifier la prise de contrôle de nos actifs. Derek s'est avancé. Son sang-froid craquait enfin. Tu ne comprends pas la situation, Jacques.
Clara a besoin d'être protégée de ton comportement de plus en plus erratique. Un comportement erratique comme quoi? Comme remarquer que ma femme me trompait? Comme me demander pourquoi elle travaillait tard tous les soirs? Comme me demander pourquoi sa meilleure amie en savait plus sur son emploi du temps que moi? Comme la harceler? Comme fouiller dans ses communications privées? Comme proférer des menaces contre les personnes auxquelles elle tient? Je n'ai jamais proféré de menaces. Tu m'as menacé au bar la semaine dernière. Je t'ai prévenu de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Ce n'est pas une menace. C'est un conseil. Clara s'est placée aux côtés de Derek. Elle a pris son bras dans un geste de solidarité. Jacques, cela a été assez loin. Nous sommes prêts à t'offrir un accord généreux. Tu peux garder l'atelier et le camion et la moitié des économies. Tout ce que tu as à faire est d'accepter un divorce à l'amiable et de cesser de nous harceler. Vous harceler? Nous suivre et interroger nos amis et répandre des rumeurs sur notre relation. Je n'ai répandu aucune rumeur. J'ai partagé des faits. Il y a une différence. Derek a sorti son téléphone. Peut-être devrions-nous appeler la police. Laissez-les régler ça. Vas-y, l'ai-je dit. Appelle-les. J'adorerais expliquer à l'agent Patterson comment ma femme et son petit ami ont essayé de m'escroquer ma maison et mon entreprise tout en menant une liaison que la moitié de la ville connaît. Ce n'est pas de la fraude si nous sommes mariés, a déclaré Clara. Ça l'est si tu utilises de fausses signatures et des documents falsifiés. J'ai pointé l'un des papiers du dossier. Cette procuration par exemple. La signature ne correspond à aucun des échantillons qu'Ed a recueillis sur mes vrais documents légaux. Ce qui signifie que soit je l'ai signé en souffrant d'une maladie neurologique, soit quelqu'un d'autre l'a signé pour moi. Clara a pâli. Je n'ai jamais rien falsifié. Peut-être pas. Mais quelqu'un l'a fait. Et comme tu es la seule à bénéficier de ces documents, tu es la suspecte évidente. Derek a attrapé le bras de Clara. Nous partons. Cette conversation est terminée. En fait, elle ne l'est pas. J'ai sorti l'émetteur radio qu'Ed m'avait donné. Ed, ils essaient de partir. La voix d'Ed a grésillé dans le haut-parleur. Bien reçu. La police est en route. Tu as appelé les flics. La voix de Derek s'est élevée de panique. Je les ai appelés il y a 1 heure. Je leur ai dit que j'avais des preuves de tentative de fraude et que je voulais déposer une plainte officielle. Ils sont très intéressés par l'examen de ces documents. Clara s'est effondrée sur le banc avec le visage enfoui dans ses mains. Jacques, je t'en prie. Nous pouvons arranger ça. Ah bon? De la même façon que tu as arrangé notre mariage? Avec des mensonges et des trahisons et une planification minutieuse dans mon dos. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Bien sûr que si. C'était toujours le plan. Me faire passer pour un fou. Prendre le contrôle de nos actifs. Puis partir vers le soleil couchant avec Derek pendant que je ramassais les morceaux. Derek faisait les 100 pas maintenant. Ses chaussures coûteuses claquaient sur le sol en béton. C'est de la folie. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Vraiment? Ed a documenté votre relation pendant des semaines. Des reçus d'hôtel. Des additions de restaurants. Des photographies de vous deux ensemble. Plus tous les messages sur le téléphone de Clara incluant ceux où vous discutez de la stratégie pour me gérer. Ces messages étaient des communications privées entre adultes consentants. Ces messages étaient la preuve d'une conspiration visant à m'escroquer. Grosse différence. Le bruit des sirènes s'est amplifié lorsque les voitures de police se sont garées sur le parking. À travers les fenêtres brisées de la gare, je pouvais voir des lumières rouges et bleues clignoter contre le ciel du soir. Jacques, a dit Clara doucement. Que veux-tu? Vraiment? J'ai regardé ma femme depuis 15 ans. C'était la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais construit ma vie. Elle semblait plus petite maintenant. Moins confiante. Elle ne ressemblait en rien à la puissante directrice de galerie qui avait planifié ma destruction 1 heure plus tôt. Je veux que tout le monde connaisse la vérité, ai-je dit. Je veux qu'il sache que je n'étais ni fou ni jaloux ni contrôlant. Je veux qu'il sache que Derek et Marina et toi avez conspiré pour détruire ma réputation pendant que vous voliez ma vie. Et je veux que vous fassiez face aux conséquences de vos choix. La police est entrée dans la gare avec Ed juste derrière eux. L'agent Patterson que je connaissais depuis le lycée a regardé la scène avec un intérêt professionnel.
Bonsoir Jacques. Nous avons reçu ton appel concernant une suspicion de fraude. C'est exact. Je lui ai tendu le dossier de documents. Ces papiers ont soi-disant été signés par moi. Mais les signatures sont falsifiées. Ma femme et son petit ami prévoyaient de les utiliser pour prendre le contrôle de mes actifs. Patterson a examiné les papiers pendant que son partenaire prenait les dépositions de Clara et de Derek. L'ensemble du processus a duré environ 1 heure. Pendant ce temps, Clara a pleuré. Derek a menacé de poursuites judiciaires. J'ai répondu aux questions avec une précision calme. En fin de compte, aucune arrestation n'a été effectuée. Les preuves étaient solides mais pas tout à fait assez pour des accusations criminelles immédiates. Mais c'était très bien. Je ne m'attendais pas à des arrestations. Je m'attendais exactement à ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, tout le monde à Brookfield savait que Clara Travers et Derek Sloan avaient été surpris dans un plan élaboré pour escroquer le mari de Clara. Ils savaient que la police avait été appelée. Ils savaient que des preuves avaient été recueillies. Ils savaient que toute cette sordide histoire faisait désormais partie du domaine public. La réputation de Clara en tant que directrice de galerie respectée était détruite. La position de Derek dans le monde des affaires était ruinée. Marina est devenue une paria sociale du jour au lendemain en tant que complice. Et moi? Je suis devenu le mari trompé qui avait riposté. J'étais celui qui avait refusé d'être victimisé. J'étais celui qui avait exposé la vérité malgré des obstacles écrasantes. 3 jours plus tard, Clara a déménagé de notre maison. 1 semaine après cela, Derek a quitté la ville. Il a prétendu avoir reçu une offre d'emploi à Boston trop belle pour être refusée. Le mariage de Marina et Danny s'est effondré quand Danny a appris toute l'étendue de l'implication de sa femme dans la liaison. J'ai gardé la maison et l'atelier et la plupart de nos économies. Le divorce a été finalisé dans les 6 mois. Clara a accepté un règlement qui ne lui laissait presque rien. Mais la meilleure partie a justifié toute la planification et les risques. Tout le monde à Brookfield savait exactement qui étaient les vrais méchants. Et tout le monde savait que Jacques Travers n'était pas le genre d'homme que l'on pouvait bousculer ou à qui l'on pouvait mentir ou que l'on pouvait prendre pour un idiot. J'étais libre. Ils étaient finis. Et la justice pour une fois avait été rendue exactement comme elle devrait l'être.